Collègues, chers partenaires et chers camarades de la misère énergétique en Afrique. Je suis Nadia Hmeiti, donc chercheur, mais j'aime bien me qualifier en tant qu'activiste écoféministe. J'ai même créé un pont entre la recherche, la société civile, les acteurs politiques et les acteurs du secteur privé et public dans le cadre d'un think tank. Et peut-être qu'on arrivera dans la discussion à ce pont qui reste assez intéressant. Alors, comme vous l'avez tous dit jusqu'ici, et apparemment vous avez des informations qui sont très poussées concernant le niveau de pollution par lequel l'Afrique participe à la pollution globale, il est très bas du fait que l'Afrique déjà n'est pas électrifiée. L'accès à l'énergie est la première problématique en Afrique et non pas une transition énergétique. Pour parler d'une transition, il faut d'abord un point de départ. Et la majorité des ménages en Afrique n'ont pas accès à l'énergie. Donc, elle ne participe qu'à 4, ce beau continent ne participe qu'à 4% en émissions totales des gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est lui qui alimente les autres continents, enfin notamment l'Europe, en matière d'énergie. Donc, il est plus pertinent de parler de voies de développement à bas carbone en Afrique au lieu de transition énergétique. Alors, la question de la transition énergétique et l'accès à l'énergie. Quelques chiffres, parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui aiment bien les chiffres dans la salle. Alors, on a 900 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à une énergie propre pour cuisiner et 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. On se rend compte que le continent est déjà dans la situation de neutralité carbone. Et d'ailleurs, je pense avoir une piste de réponse au fait pourquoi est-ce que la Gambie est très bien classée, mais peut-être parce qu'elle n'a tout simplement pas d'électricité. Voilà, ça s'explique. C'est ça. Donc, il faut repenser le concept de transition énergétique en Afrique pour qu'il soit adapté au contexte local et juste pour tous les pays. Je pense que c'est valable pour toutes les sciences. Il faut arrêter d'extrapoler des principes qui sont applicables dans un certain endroit du globe et qui ne le sont pas. Il faut contextualiser. Et là, c'est notre rôle à nous, les chercheurs. Alors, pour que la transition soit propre, et pourquoi est-ce qu'on parle de transition propre? Parce que là, on utilise le gaz pour la transition. Le gaz n'est pas tout à fait une énergie propre, on est d'accord, c'est une énergie fossile. Notre principe à nous, les activistes, c'est tout ce qui est sous terre doit rester sous terre. Ne le sortez pas pour ne pas polluer. Mais on n'a pas le choix, donc on doit utiliser le gaz naturel pour produire notamment l'hydrogène qui reste l'espoir de toute la planète pour sortir trouver une issue au réchauffement climatique et à ses impacts. Donc, concernant le pétrole, la consommation du pétrole en Afrique, elle est estimée à 9%. Et 3% du pétrole de la consommation va dans le secteur du transport. Donc, on est vraiment de très peu pollueurs. Pour accompagner tout ça et encadrer cette transition énergétique, il y a le programme africain de transition énergétique. À la différence des autres programmes, moi je le trouve un peu plus raisonnable en annonçant un agenda qui s'étale jusqu'en 2063, au lieu de ceux dont on entend parler 2030, c'est si proche. 2035, à chaque fois on repousse de 5 ans. Là, au moins, l'Union africaine, elle a une approche qui est beaucoup plus raisonnable, celle de parler de 2063. Bien sûr, ce programme répond aux engagements et aux accords, notamment en matière d'ODD, ou bien objectifs de développement durable, et de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il prône l'accès à une énergie propre et peu coûteuse, s'il vous plaît, parce que si on produit une énergie propre qui est coûteuse, encore une fois, elle ne sera pas accessible aux populations locales qui sont les plus impactées par l'extractivisme. D'accord? Donc, j'essaie vraiment de vous donner ce point de vue de la société civile parce que je fais partie de dynamiques africaines qui sont très intéressantes. Et j'ai découvert à travers ces dynamiques un autre vécu qui n'est pas le nôtre, nous, au Maroc.
Donc, essayons un peu d'être critiques dans notre discussion autour de la transition énergétique. Donc, voilà, les outils politiques, ils ont été cités tout à l'heure par Madame la Ministre et par vous, chère audience. En l'absence d'outils politiques qui tiennent la route, en absence de réelle volonté politique et en absence d'élus qui vont accompagner les propositions de loi pour les pousser pour qu'elles sortent, qu'elles voient le jour, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs tels qu'ils ont été définis pour cet agenda. Alors, je passe rapidement ce programme africain de transition énergétique repose sur cet objectif. Il a cet objectif, donc mettre en place une infrastructure énergétique, ce qui est tout à fait logique. Vous voulez produire de l'énergie propre, il faut une infrastructure adaptée. Développer le secteur des énergies renouvelables, aussi prôner l'efficacité et l'efficience énergétique, parce qu'on parle moins d'efficience énergétique, au moins l'efficacité énergétique, ou dans le bâtiment, et nous avons une très belle loi au Maroc qui n'est pas toujours appliquée pour plusieurs raisons, que les bâtiments doivent être éco-responsables. C'est appliqué actuellement dans les éco-cités dont on parle, notamment à Azneta. Et aussi l'efficacité énergétique en matière d'industrie et de transport, ce qui est plus accessible en matière de compréhension à monsieur et madame tout le monde. Alors, examinez attentivement le rôle éventuel des gazoducs nationaux. Et là, c'est la dimension économique et sociale et aussi la gestion des ressources. Donc, dans l'installation, la prolongation de ces gazoducs, il faudrait que les rapports économiques soient équitables et aussi il faudrait une meilleure gestion des ressources qui représentent la richesse de notre continent. Alors, développer un réseau électrique africain intégré aussi pour garantir l'accès à un moindre coût aux populations africaines, décarboniser le secteur de l'énergie et d'autres secteurs. Alors là, il y a un sujet qui me tient encore une fois à cœur, c'est la décarbonation. On parle beaucoup de décarbonation en ce moment. C'est même une mode et c'est excellent. Mais les questions à poser, ce sont est-ce que la décarbonation est une réelle volonté notamment du secteur privé, ou alors est-ce que c'est juste une réponse à une réglementation qui est en train de pousser le secteur privé à s'adapter pour mieux exporter? Ce dont on a parlé tout à l'heure, notamment Madame la Ministre, c'est l'éducation. Alors, il y a l'éducation du petit, dans le système éducatif, mais aussi l'éducation du dirigeant. Il faudrait qu'il ait une réelle volonté de protéger l'environnement et non pas juste une contrainte réglementaire qui se terminerait avec la fin d'un cadre réglementaire. Et parce qu'on parle de durabilité. Alors, j'en ai parlé, donc je passe, le gaz naturel, ça reste une énergie de transition, plus ou moins discutable, mais inévitable pour l'instant. D'ailleurs, pour produire l'hydrogène vert, on utilise aussi le gaz, mais on aimerait qu'on aille plus dans cette production d'hydrogène vert vers le gaz vert. Alors, donc, cette partie renvoie à le développement plutôt de l'accès à l'énergie plutôt que de parler de transition énergétique, car le point zéro n'existe pas, il n'y a pas d'accès d'énergie à l'énergie en Afrique. Alors, quel est le potentiel de l'Afrique à produire de l'énergie? L'Afrique est un gisement de ressources naturelles, c'est indiscutable. Donc déjà, on exploite ce qu'on a pour nous, mais aussi l'Afrique, je passe rapidement, mais vous pouvez avoir accès à la présentation plus tard, c'est juste pour vous ménager. L'Afrique dispose des minéraux, des batteries de lithium et de cobalt sur lesquels la transition énergétique est en train de se baser en ce moment. Encore une petite approche critique, c'est que où vont les batteries des voitures électriques et voitures hybrides. Jusqu'ici, il faut vraiment penser à une réelle gestion de ce déchet qui risque d'être encore plus nocif s'il va à l'enfouissement. Donc, il faut penser, oui, très bien, nous allons peut-être protéger la planète jusqu'à notre agenda, mais qu'est-ce qu'on va faire des batteries qu'on a utilisées? Que vont en faire plutôt nos enfants? Parce qu'on ne sera plus là. Et j'en parle aussi parce que par passion, j'ai intégré une entreprise de gestion des déchets industriels.
pour les accompagner dans leur communication et surtout pour avoir accès à ce genre d'informations. Les batteries électriques est une réelle problématique actuellement pour garantir une transition propre, juste et durable. Alors, quelles sont les limites de la transition énergétique effective en Afrique? L'utilisation du charbon dans le mix énergétique, et vous en avez parlé tout à l'heure. La dépendance aux énergies fossiles, parce qu'on ne peut pas encore abandonner les énergies fossiles à 100%. Les lois qui sont peu incitatives pour le secteur privé et les particuliers. Actuellement, nous disposons d'un arsenal de lois, soit elles ont besoin de décrets d'application, ou alors elles privent le secteur privé et les particuliers d'une production, disons, attractive pour qu'ils aillent plus incitative. Par exemple, nous avons une loi qui nous permet actuellement de produire 10% pour les particuliers et les moyennes entreprises. Et il y a certaines restrictions, on ne peut pas réinjecter dans le réseau l'énergie qu'on produit. Bon, elle est assez limitative. Elle est en train d'être revue dans le Parlement. D'ailleurs, avant-hier, elle était en discussion. Il y a aussi la duplication potentielle des mauvaises habitudes, et Madame la ministre en a parlé tout à l'heure, c'est que l'Africain, lorsqu'il aura un accès à 100% en énergie, ne sera-t-il pas appelé à reproduire ce qui a été fait en Europe et ailleurs et à détruire et à devenir réellement un pollueur au lieu de subir les effets de la pollution? Et il y a les inégalités territoriales et de genre. Vous savez très bien que le monde rural n'a pas accès à l'énergie actuellement. Est-ce qu'il aura accès à l'énergie propre dans une optique de transition énergétique? Et comment est-ce que les femmes qui sont les plus impactées par les changements climatiques auront accès à cette énergie? Vous savez qu'il y a des contraintes économiques, culturelles et j'en passe. Et si on veut parler de transition juste, il ne faut surtout pas occulter ces aspects. Alors, quel est le rôle que joue la société civile dans la transition énergétique? Tout d'abord, la sensibilisation. Ce n'est pas un sujet qui est à la portée de tout le monde. Croyez-moi, on fait un micro-trottoir, peu de personnes sauront parler de intiqal taqi ou bien transition énergétique. La société civile aussi, elle mobilise les mouvements écologistes pour influencer les politiques des grandes institutions financières, notamment la Banque africaine de développement qui a tenu ses rencontres annuelles à Accra. Je pense que c'était la semaine dernière. Nous avons mené des consultations avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, avec le FMI et avec la Banque européenne de redéveloppement qui était présente à Marrakech il y a moins de 10 jours, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? On leur montre, on leur démontre que leur financement doit être responsable et qu'ils sont tenus de tenir les États à leurs engagements. Ce n'est pas une approche de contrainte, plus qu'une approche participative où la société civile a son mot à dire. Et surtout que toutes les dimensions ne sont pas souvent explorées dans les dossiers. La société civile aussi, elle installe par des initiatives qui sont peut-être isolées mais complémentaires, des installations d'énergie renouvelable et nous allons revenir à la région de Demnet la semaine prochaine pour installer une bibliothèque autonome en énergie. Alors aussi la société civile, elle a un think tank, elle a des think tanks plutôt. Il y a les think tanks que vous connaissez qui sont classiques où il n'y a que les gens du monde académique qui se rencontrent, mais il y a un nouveau modèle de think tank, celui qui réunit la société civile, les élus, le secteur privé, le secteur public et les médias. Ils s'assoient ensemble, ils sont en train de produire des propositions à soumettre au chef du gouvernement. Alors, ceci est, disons, un schéma qui a été produit par un mouvement écologiste africain auquel j'appartiens, qui parle clairement de passer d'une économie extractiviste à une économie régénérative. Et avec tous ces dessins ont été produits en parfaite collaboration avec des enfants et des femmes qui vivent les impacts des changements climatiques. Alors, déchets, parce qu'il vous faut bien faire une transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire des déchets en matière de production d'énergie, en matière de transition énergétique? Il y a le CSR, combustible solide de récupération. Alors ça, c'est tout ce qu'on ne peut pas recycler, d'accord? C'est ce qui devrait partir à la décharge. On peut en produire de l'énergie.
Vous allez me dire, mais comment? En le brûlant. Encore une fois, quelqu'un va me dire, mais ça va polluer. Ça pollue moins que le CO2, que le charbon plutôt. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Protection de la nature en limitant l'enfouissement des déchets. L'enfouissement des déchets produit plus de gaz à effet de serre que l'incinération. L'abandon et préservation des combustibles fossiles non renouvelables. Encore une fois, ce qui est sous terre, il faut laisser tout sous terre, il ne faut pas y toucher. Réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à une faible proportion d'émissions de carbone fossile. Alors, il permet bien sûr la valorisation en énergie du déchet qui constitue une seconde vie. Alors, en matière de valorisation des déchets, souvent on parle, et j'en fais l'exercice tous les jours, il y a des clients qui nous appellent pour valoriser leurs déchets, mais ils les imaginent se transformer en un autre objet. Donc, ils veulent donner une vie aux déchets. Sauf que donner une vie aux déchets, ce n'est pas forcément un ordinateur, je vais le recycler en ordinateur. Vous allez le retrouver ailleurs. Il va réintégrer le circuit de la production, mais en tout cas, il ne sera pas enfui. Donc, le pouvoir calorifique, il est élevé et constant. 2 tonnes de combustible solide de récupération produisent l'énergie équivalente à 1 tonne de charbon. D'accord? Destruction complète du déchet, 0 déchet à la décharge. Gagner en autonomie énergétique. Vous avez de l'énergie que vous produisez localement. Mais également, vous avez de l'emploi que vous garantissez localement par un produit local qui sont nos déchets. Un schéma rapide, on ne va pas trop s'attarder. Vous voyez les inconvénients environnementaux ici, ils appartiennent à quoi? À l'enfouissement. Le meilleur élève, c'est le co-traitement, bien le CSR, et vous avez l'incinération qui a quand même, qui a un impact, certes, mais pas autant que l'enfouissement. Alors, pour conclure, on parle beaucoup de transition énergétique, de souveraineté énergétique, d'efficacité énergétique. Ça, c'est dans ce dont on parle, dans les discours officiels, dans les salles de conférence et tout. Mais on devrait parler, s'il vous plaît, d'accès à l'énergie, de transition propre et de transition juste. We shouldn't leave no one behind. Je vous remercie. On sent la chercheuse activiste, justement. On la sent parfaitement. Monsieur professeur Ibrahima, ça répond justement par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, tout d'abord, il faudrait qu'on la félicite. Bravo pour cette présentation qui est très, très claire, qui vient compléter celle de Madame le ministre. Et nous avons encore beaucoup appris. Et donc, je comprends qu'aussi, il y a une société civile qui s'active à côté donc, des politiciens. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aller vers le changement. Et donc, toutes nos félicitations. Merci. La question, lorsque je vois votre ami, ce réseautage, je dirais, c'est ça qui est intéressant justement dans cette innovation sociale. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure comme innovation. Puisque nous tous nous sommes d'accord qu'il faudrait changer de paradigme, ne pas faire comme le Nord. Mais au Sud, il y a de bons exemples, il y a de très bonnes initiatives. Il faut développer une collaboration Sud-Sud. Il faut qu'on puisse échanger d'expériences. Est-ce que vous voyez? Il faut que les sociétés civiles marocaines puissent entrer en contact avec les sociétés civiles d'ailleurs, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique subsaharienne, et développer des relations comme nous sommes en train de faire entre universitaires. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait arriver à... Mais je fais la liaison, excusez-moi, avec ce que Dr Ovaga aussi a évoqué, c'est-à-dire faites attention à notre discours, à notre... N'est-ce pas, Dr Ovaga? C'est-à-dire comment
au vocabulaire, c'est-à-dire comment justement approcher ce vocabulaire à la société civile et à la population de manière générale. Et donc, merci, professeur Chouli. Médecin, mais j'agis d'abord comme opérateur économique, homme d'affaires, en tant que président du patronat congolais. Je voulais dire ceci, que la force d'une nation ou d'un continent se mesure par son PIB. Le PIB n'est que l'émanation des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. C'est bien de dire que l'Afrique est riche de son sous-sol, mais on est sous le sol. Quand vous êtes au sous-sol, vous êtes déjà mort, vous n'existez pas. Il faut émerger. Mais pour émerger, ça demande quoi? La technoscience, donc la transformation. Ça veut dire par là qu'il faut agir sur la formation. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire effectivement que reformuler à l'africaine notre cursus de formation en mettant l'accent sur les technosciences. Ne pas créer des universités par la formation qui sont des universités de demain, qui sont ce qu'on appelle des réceptacles de chômeurs. Excusez-moi le terme. oui. Par cette technoscience-là, nous pouvons dégager une plus-value. Et cette plus-value, on peut la redistribuer aux populations. Ça s'appelle l'économie. Mais continuer à dire qu'on est riche de notre sous-sol et espérer que nous sommes riches en Afrique, on dit c'est pire que de la sorcellerie. Alors, ça veut dire par là quoi? Ça veut dire par là, effectivement, que tant que l'Afrique n'aura pas atteint une masse critique d'intellectuels qui vont améliorer, qui feront de telle sorte que l'action créatrice, c'est leur rôle à eux, c'est difficile. Je vais dire par là quoi? Je suis un homme d'affaires. J'ai envie d'aller à la Lune. Mon problème, c'est aller à la Lune, mais je ne sais pas comment aller à la Lune. J'ai besoin de l'élite intellectuelle qui me dira, pour aller à la Lune, plan A, plan B, plan C. Plan A, avantage, inconvénient. Plan B, avantage, inconvénient. Quand il me dira que je choisis le plan A. Il me dira, tu as choisi le plan A, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça demande ce qu'on appelle l'impact des universitaires, les intellectuels qui sont dans cette salle-là. C'est en ce moment-là qu'on pourra parler d'émergence africaine. Mais je reviens, mais comment allons-nous concevoir cette émergence africaine? Nos pères africains ont fait ce qu'il fallait faire. L'Afrique se retrouve regroupée en 5 grands pôles de développement. Vous avez l'Afrique du Nord, aujourd'hui avec comme un leadership avéré qui est celle du Maroc. Vous avez l'Afrique de l'Est, avec comme leader, vous avez l'Afrique de le Kenya. Vous avez la partie australe avec comme leader l'Afrique du Sud. Vous avez l'Afrique centrale qui aura comme leader, qu'on monte ou qu'on descende. Ça sera la RDC, c'est un géant, c'est un continent. Et vous avez l'Afrique de l'Ouest, ça se jouera entre la Côte d'Ivoire, peut-être, le Sénégal, peut-être, le Nigeria, peut-être. Lorsque ces blocs vont se faire, en ce moment-là, on pourra créer ce qu'on appelle des passerelles, trouver des solutions africaines à nos problèmes. Mais Sa Majesté le roi, par son rôle avant-gardiste, a déjà fait un pas en avant. Quel est ce pas en avant? Aujourd'hui, le Maroc, que j'appelle le navire amiral, est devenu l'Université d'Afrique. Lorsque vous soignez les gens, vous investissez sur l'homme. Le Maroc est devenu l'hôpital d'Afrique, je voulais dire. Vous soignez les gens, vous soignez, est devenu l'Université d'Afrique. Ça va changer les choses. Nous allons commencer à nous réapproprier parce qu'à la limite, le modèle de formation qu'on avait hier était un modèle pro-occidental, coupé des réalités africaines. Hier, avec la disparition de Air Afrique, permettez-moi d'être lent, avec la disparition de Air Afrique, il était difficile de relier les capitales africaines. Avant la Covid, la Royal Air Maroc, l'Éthiopienne et la Kenya ont permis de relier les capitales africaines. Ça ne veut dire pas là que ce navire amiral qui est le Maroc a permis de relier les capitales africaines à travers Royal Air Maroc. Mais est-ce qu'on peut concevoir un développement sans financement?
Mais où sont les champions africains dans l'agriculture? Où sont les champions africains en médecine? Où sont les champions africains dans l'énergie? Mais ces champions, c'est la volonté des pouvoirs publics par des investissements massifs lourds. Donc, passer d'un État néoconservateur à un État de développement, développementaliste. Ça veut dire par là quoi? On retombe sur l'énergie, notre capacité énergétique à transformer et à produire. Mais ça passe par, mais prenons l'exemple de la Corée du Sud. Mais c'est un choix politique fait par le président de l'époque qui était un militaire. Et à un moment donné, il fallait supprimer les libertés pour atteindre cet objectif-là. Daewoo, entreprise familiale, Samsung, entreprise familiale, Keiyu, entreprise familiale, Peugeot, Renault, ainsi de suite. La même chose. Ils sont passés d'une bourgeoisie nationale comprador que je dis de consommation à une bourgeoisie industrielle. C'est une volonté et un choix. C'est pour vous faire comprendre que vous êtes riche de votre sous-sol, mais votre problème n'est pas conjoncturel, il est structurel. Et ça, c'est le rôle émancipateur des élites intellectuelles. Quand je parle de financement, mais c'est ça le rôle avant-gardiste du Maroc. Aujourd'hui, les banques marocaines sont partout. Quand je prends mon pays, le Congo, les plus puissantes banques sont marocaines. Et je dis que le Maroc est comme un navire amiral. Pourquoi? Parce que vous formez, vous soignez, vous transportez, vous financez. Mais le problème qui se pose réellement aujourd'hui, demain se concevant aujourd'hui, cet aujourd'hui-là son mérite hier, est-ce que nos élites sont prêtes à faire ce pas? Mais nous, le secteur privé, nous ne savons pas comment faire. Pour rebondir à la question de madame, quelles sont les passerelles de votre société civile avec les autres sociétés civiles? Sa Majesté le roi a montré le chemin. Il y a eu près de 42 accords qui ont été signés à travers l'Afrique. Sur les 42 accords que le roi du Maroc a signés avec le gouvernement africain, à peine 2 ou 3% sont en cours de réalisation. Pourquoi? C'est l'échec des consciences des sociétés civiles et du secteur privé. Et on dit cela, j'ai essayé d'être long, excusez-moi, et j'ai dit merci. Merci beaucoup. Merci. Rapidement, je vais interagir avec les interventions de messieurs. Alors, que faire ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Tout d'abord, c'est se rencontrer. Tiens, on n'y pense pas souvent, hein. C'est les mêmes qui se rencontrent tout le temps. Et même en matière de société civile, malheureusement, la société civile que vous rencontrez, je suis désolée, mais ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas laquelle, avec laquelle vous allez pouvoir développer quelque chose qui tienne la route. D'accord? Donc, il faut créer les opportunités, créer les rencontres. À travers, moi, ce que j'ai aimé dans ce concept, mis à part qu'on a des bracelets comme dans les clubs de vacances ou bien les blocs opératoires que j'ai souvent visités. Bien décontracté, justement. Exact. Un club de vacances intellectuel. Voilà. Mais les organisateurs ont tenu à ce que tout le monde soit représenté. Donc, voilà. La société civile souvent se réunit toute seule, ou bien elle a un ou deux invités d'honneur. Ce n'est pas une composition équitable, égalitaire, où toutes les parties sont représentées. Il y a aussi la question de volonté qui n'y est pas trop, hein. Et la question du savoir. L'accès au savoir n'est pas le même. Et c'est là notre rôle de société civile intermédiaire qui collabore avec des organisations, disons au niveau africain et d'autres au niveau local, c'est de créer ce pont pour la transmission de savoir et le renforcement de capacités. Donc, tout d'abord, se découvrir à travers des rencontres, multiplier les rencontres, développer les opportunités et les partenariats et saisir les occasions. Le secteur privé, je peux en parler un peu, mais très brièvement. Je mène actuellement une recherche sur les réelles motivations du secteur privé à protéger l'environnement. Si je vous parle juste des hypothèses qui ont été identifiées, ça nécessite une autre recherche. Il y a le secteur privé, par définition, cherche le gain. Voilà. Il est là pour créer de la valeur. Et c'est en travaillant sur les consciences, tout d'abord, c'est en mettant en évidence la question des motivations. Personne n'est allé chercher. Il y a 2 ou 3 articles qui circulent sur la question.
Et ensuite, développer des approches avec les dirigeants. On parle de décarbonation, mais on ne leur dit pas, on n'essaie pas de nourrir leur conscience. On essaie de leur dire que vous avez des contraintes à décarboner. Et ce n'est pas ce qui est durable. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et Dieu merci, nous avons Sa Majesté, le roi, qui a dessiné une feuille de route qui nécessite uniquement qu'il y ait des personnes qui s'y impliquent. Alors, pour vous deux, messieurs, voilà, vous avez devant vous une opportunité. Non pas, je ne cherche pas à démarcher des partenaires, parce que loin de là, on est autonome. Mais je vous dis qu'il existe des dynamiques. On est très peu les Marocains. Enfin, je vais dire je suis la seule Marocaine, en toute honnêteté, la femme. Et encore une fois, pour l'approche genre, désolée. Et quelqu'un est venu me chercher. Je ne l'ai pas été. On ne s'ouvre pas assez sur l'Afrique. On reste dans le monde arabe, on reste dans le nord-africain, mais j'ai tellement découvert et j'ai tellement appris avec des gens qui se plaignent de l'extractivisme notamment, que ça m'a ouvert des horizons, ne serait-ce que pour la recherche ou encore pour les collaborations. Et je vous remercie.